Bonjour et bienvenue à cette journée. Donc, cette journée sur ou contre la justice. On a eu envie de faire cette journée à un moment donné où toute forme de contestation est réprimée à la fois par la justice et par la police. Et à un moment où on sort de 2 ans d'état d'urgence qui aboutit à un état d'urgence permanent avec donc un pouvoir exécutif extrêmement renforcé qui ne supporte aucune critique. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut échapper à la justice politique, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire à la justice injuste parce que politique, c'est comme ça qu'on l'entend. Il pourrait y avoir une justice politique juste, et on pourrait dire que toute justice qui s'exerce justement est politique, mais en bonne part. Bien sûr, la question c'est est-ce que l'on peut échapper à une justice politisée, distordue, aux fins de servir l'État ou de servir les groupes qui ont pris possession de l'État. Est-ce qu'il y a moyen d'y échapper dans ce cadre-là? La question qui est posée aujourd'hui se présente dans des termes radicaux, puisque on y voit tout de suite une aspiration à une justice sans État. On pourrait donner de nombreux exemples, on ne va pas en donner beaucoup, mais peut-être Bure. Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a condamné à 3 mois de prison ferme 2 opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et puis hier, on vient d'apprendre que Muriel Pénicaud a autorisé le licenciement d'un camarade de Sud-Post, Gaël Quirante, en dépit de l'avis de l'inspecteur du travail qui avait reconnu une discrimination syndicale. On verra ce que dira la justice. Dès les premiers temps, dès les premières décennies, à partir de 1150-1200, où se développent ces justices hégémoniques fondées sur des procédures de type inquisitoire, avec un système de la preuve rationnel, eh bien dès le départ, ça revient à mettre en place ce que j'ai appelé un régime un état permanent d'exception potentielle. Un état permanent d'exception potentielle dont, je pense, nous ne sommes pas sortis et dont je ne sais pas bien comment on peut sortir, mais qui est en définitive sans doute la vérité ultime de l'état de droit. Donc la France a une longue tradition de justice d'exception qui vise les ennemis intérieurs. Et en fait, qu'est-ce que c'est la justice d'exception? C'est un système de répression aggravé qui vise à placer certains justiciables dans un état d'infériorité juridique ou, comme le dirait Michel Foucault, dans un état de moindre droit. C'est-à-dire il s'agit de prendre certains et certaines justiciables et de les traiter plus sévèrement, différemment que les autres. Autrement dit, et je pense que ça c'est important, la justice d'exception elle est toujours discriminatoire. C'est une discrimination. Nous ne cautionnerons jamais le raccourci que l'on nous fait subir, que sous prétexte qu'on aurait la haine de l'injustice, on aurait la haine tout court. Nous ne cautionnerons jamais que l'on nous essentialise, que l'on nous catégorise et que l'on nous rende responsables de ce que l'on n'est pas en fonction de la catégorie dans laquelle on nous a placés. Et nous résisterons. Faire un petit peu de latin, si vous voulez, propter enormitatem delicti, à cause de l'énormité du crime, licet leges transgredi, on peut passer outre aux lois, c'est un adage juridique, qui est mis en avant par le plus grand juriste du XIVe siècle, par quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de prendre les règles à la légère, puisqu'il a écrit des centaines de traités extrêmement érudits, géniaux pour beaucoup d'entre eux, d'interprétation de jurisprudence, Bald, donc, dit très clairement et glose cette idée, qui est encore parfaitement valable, en raison de l'énormité ou de l'atrocité, c'est le concept romain, énormité c'est le concept christianisé, du crime, licet leges transgredi, ceux qui se font le bras de la loi et qui la mettent en œuvre, peuvent et même doivent les transgresser. Tout l'antiterrorisme est créé autour d'une logique d'exception. Et donc, en réalité, parler de dérive, c'est finalement assez inadapté dans la mesure où la dérive impliquerait qu'il y ait un ordre normal dont on s'éloigne via l'antiterrorisme, alors même que, en dehors de cette période particulière entre 81 et 86, c'est la substance même de l'antiterrorisme que d'être dans une logique d'exception.
Alors, les notes blanches, pour ceux qui ne le savent toujours pas, alors qu'on l'a répété, on le répète à chaque fois, sont donc des documents qui ne sont pas datés, sur lesquels il n'y a aucune indication sur la provenance, et on ne sait pas non plus d'où vient l'information. Donc en gros, ce sont des feuilles blanches, en général de format A4, sur lesquelles figurent pas mal d'informations qui sont prétendues établir la dangerosité de l'individu qui est concerné. La logique de l'antiterrorisme a toujours été celle de faciliter le travail policier. Ça, c'était quelque chose de très clair. Sur les derniers textes, il y a une logique qui vient se surajouter à ça, qui consiste à faciliter la gestion par la justice des dossiers terroristes. Je vais vous citer un petit exemple qui concernait le tribunal administratif de Rennes, où une jeune femme avait été interdite de séjour et donc de manifester sur le territoire de la ville de Rennes, au motif qu'elle avait été vue grimée au cours d'une précédente manifestation. Donc pour rapporter la preuve qu'elle n'avait pas été grimée au cours d'une précédente manifestation, il aurait fallu avoir une vidéo d'elle à visage découvert à partir du moment où elle partait de chez elle jusqu'à la fin de la manifestation, ce qui est absolument impossible à démontrer. Sur cette justice à deux vitesses, elle fonctionne aussi de cette manière-là en ce qui concerne le mouvement social, et bien souvent la pénalisation des faits syndicaux ou des mobilisations sociales, parce que c'est beaucoup plus large que les seules actions syndicales. Elles ont plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence directe pour les camarades qui sont mis en cause dans ces affaires-là et qui se trouvent souvent réduits à l'incapacité de poursuivre une activité militante, souvent, heureusement, pas toujours, mais en tout cas, c'est une forme d'empêchement de l'activité militante extrêmement forte. Deuxième conséquence extrêmement importante, elle mobilise souvent sur la défense, à juste titre, de ses camarades, une grande partie de l'activité militante. Donc pendant qu'on est en train d'assurer la défense de nos camarades, on n'est pas en capacité d'agir de manière offensive. Donc c'est aussi une manière de réduire notre capacité d'agir. Et troisième conséquence aussi, c'est des conséquences financières, puisque forcément ces affaires-là nécessitent de disposer des moyens financiers importants pour assurer la défense des camarades, et que là aussi, du coup, ces finances, au lieu d'être dans l'activité principale qui est agir et lutter, elles se trouvent mobilisées pour défendre ses camarades. Donc cette répression pénale est bien, bel et bien un outil d'empêchement de l'activité du mouvement social. J'ai l'exemple aussi d'un couple d'assignés à résidence que j'ai défendu, qui résidait dans le nord de la France. Et quand j'ai découvert pour la première fois leur note blanche, je savais vraiment plus où me mettre, puisque c'était donc une liste assez fascinante d'actions de la vie quotidienne. Alors on avait reproché à ce couple-là, notamment, enfin au monsieur, donc d'avoir fait du paintball en forêt. Donc le paintball en forêt, quand vous avez dans vos contacts éloignés quelqu'un qui est parti en Syrie, sachez qu'en fait c'est l'équivalent de l'entraînement au combat armé. Hein. En France, la justice d'exception, elle s'est plutôt incarnée dans des tribunaux d'exception, c'est-à-dire des tribunaux politiques ou des tribunaux militaires qui ont visé à réprimer des ennemis publics ou des ennemis intérieurs. Et ça parcourt l'histoire de France. Révolution française, Vichy, multiplication des tribunaux d'exception pour juger les résistants, Libération, pour juger les collaborateurs, une dizaine de tribunaux d'exception et de tribunaux militaires pendant la guerre d'Algérie, pour réprimer les indépendantistes algériens, mais aussi leur soutien, puisqu'il y a énormément de porteurs de valises qui ont été réprimés à des peines extrêmement lourdes par les tribunaux militaires. Et après, la guerre d'Algérie, il y a un tribunal d'exception sur lequel j'ai particulièrement travaillé, qui s'appelle la Cour de sûreté de l'État, qui a été créée par le général de Gaulle en 1963 et qui a été supprimée par Robert Badinter et François Mitterrand en 1981. Je disais donc que dès le départ,
au moment où ces procédures rationnelles, très rassurantes et qui nous sont très familières, se mettent en place, la potentialité de l'exception et assez fréquemment son actualisation, donc la potentialité du détournement de la justice, des fonctions de justice, disons, au profit des intérêts des groupes qui maîtrisent l'État, apparaissent. Les procès politiques, si vous voulez, apparaissent en même temps que les procès inquisitoires, rationnels, contradictoires. Au même moment, c'est-à-dire au XIIIe siècle. C'est une justice qui ne peut se faire qu'entre égaux, à peu près, et qui vient éviter, de manière économique finalement, qu'il y ait trop de dégâts. C'est-à-dire que les deux parties d'égale force, dont l'une s'estime lésée, n'en viennent pas à la guerre civile. Qu'on résolve le problème de manière plus économique pour tout le monde. Bon, au départ, on nous a trouvé extrêmement virulents, chaotiques, arrogants, insultants, ne respectant pas l'institution, enfin bref, parlant, ce qui n'est pas censé être le cas d'un détenu, d'un prévenu, excusez-moi. Un prévenu n'est pas censé parler, il est censé répondre, ce qui n'a rien à voir. Si la mauvaise renommée de quelqu'un, ou si la renommée que quelque chose de délictueux a été fait, le juge peut se mettre en branle les institutions, rechercher la vérité, entendre des témoignages à charge et à décharge, arrêter des gens sans qu'il y ait d'accusateur. Ce qui est un tremblement de terre dans la tradition juridique. Pour imposer ça, le pape est obligé de faire référence à la Genèse et à la manière dont Dieu raconte qu'il a puni Sodome. Et derrière tout l'état de droit judiciaire qui est le nôtre encore aujourd'hui, il y a cette histoire de Sodome et cette glose cléricale à la manière dont Dieu dit « La rumeur des crimes des habitants de Sodome est montée à moi, mais je ne les punirai pas directement. Je veux d'abord la vérifier. Et je descendrai pour voir. » C'est le début de la tradition d'enquête. Les enquêteurs sont toujours assimilés dans le droit ancien aux deux anges que Dieu envoie à Sodome, sur place, pour voir si les habitants de Sodome sont effectivement si méchants qu'on le dit, s'ils respectent si peu les règles de l'hospitalité, s'ils sont si débauchés. Vous connaissez l'histoire. Les habitants de Sodome, aussitôt les anges en vue, essaient de les attraper pour les violer. Et c'est Lot qui les sauve en donnant à sa place ses filles pour les calmer, raison pour laquelle Lot sera le seul épargné, quand le feu s'abattra sur Sodome. Je pense que ce qui est gênant dans ce procès et face à l'institution, c'est qu'en fait on se défend. Et ça, c'est pas prévu par la justice, en fait. C'est pas prévu de se défendre. Les juges en imposent parce qu'ils appartiennent à une classe qui en impose et qui sait en imposer. Et plutôt qui sait en imposer plus qu'elle n'en impose. Commencent des procès politiques dans lesquels, de manière plus ou moins formalisée, il y a des exceptions. Et bien sûr, la situation par excellence d'exception, c'est celle de l'hérésie, des gens dont les supposés crimes remettent en cause radicalement l'ordre social dans son ensemble. Contre cela, évidemment, il faudra aller plus vite. Donc on fera un ordo abbreviatus, disent les textes. On fera une procédure plus rapide. Un peu partout, maintenant, il y a un retour de l'utilisation de l'association de malfaiteurs dans un cadre de politique dépolitisée. On a donc une association de malfaiteurs qui n'est pas une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est la vieille association de malfaiteurs, des lois scélérates, des lois anti-anarchistes de 1893, qui est réutilisée sur des bases complètement... parce que c'est une incrimination extrêmement floue, l'association de malfaiteurs. En gros, il suffit d'avoir participé à une discussion, d'avoir une intention commune matérialisée par un fait. Alors par exemple, on aurait l'intention d'aller mettre du scotch sur des distributeurs de billets. L'un irait chercher du scotch. Le scotch ne serait même jamais apposé. Il y aurait une intention commune fondée sur au moins un fait matériel, le scotch. Donc c'est ça une association de malfaiteurs. Donc vous voyez, c'est extrêmement flou, ça n'a rien à voir avec la criminalité organisée, c'est vraiment un truc magique. On se rend compte, quand on regarde de près, que l'ensemble de la sphère du criminel se définit de facto par un type d'imputation, une catégorie juridique, extrêmement labile, protéiforme, à géométrie variable, que les juges
peuvent avancer ou retirer selon la situation, et c'est la catégorie d'énormité. Quelque chose a été fait dans des circonstances particulièrement scandaleuses. La qualification va changer et on va parler d'énormité, et dans cette situation, on pourra torturer, on pourra passer outre à l'enquête à décharge. Le 1er janvier 2012, à Clermont-Ferrand, dans un couloir du commissariat, mon frère Wissam Eliamni a été tabassé à mort par des policiers qui, selon les témoins, jouissaient de ses cris et de sa souffrance. Aujourd'hui encore, ces témoins de cette mise à mort dans le commissariat n'ont toujours pas été entendus par le juge d'instruction. D'autres témoins, eux inoffensifs, l'étaient pour faire diversion. Aujourd'hui encore, la vérité médicale, notamment, nous est refusée. Comme on a refusé le visionnage des images de vidéosurveillance dans la mort d'Alizéry ou dans l'éborgnement de Castille. Dans un certain nombre de domaines du droit, qui sont régis par une justice ordinaire, pourrait-on dire, eh bien, cette justice ordinaire n'a rien à envier à la justice d'exception dans le degré de violence qu'elle fait subir aux personnes. Et cette justice ordinaire extrêmement violente, féroce, pourrait-on dire, elle s'applique particulièrement contre les étrangers. On sait très bien que la police, fonctionne selon la logique du chiffre, il faut faire du chiffre, il faut interpeller un certain nombre de gens, et les officiers, les menottés sont ceux qui interpellent le plus, peu importe si c'est à bon escient. Eh bien, pour les juges, c'est la même chose. Maintenant, vous seriez effrayés de voir le fonctionnement d'une juridiction administrative et d'une juridiction judiciaire. Le bon chef de juridiction, c'est celui, non pas qui rend des bonnes décisions, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est celui qui remplit son quota de décision. En 1963, la Cour de sûreté de l'État, elle est là pour réprimer l'extrême droite. Organisation armée secrète, l'OAS pro-Algérie française. Mais très rapidement, elle se met à réprimer, à juger des militants d'extrême gauche et des indépendantistes. Les manifestants de mai 68, les Mao de la gauche prolétarienne, les NAPAP, les GARI, Action Directe, mais aussi les indépendantistes corses, basques et bretons. Autrement dit, c'est l'exemple type d'une mesure d'exception qui est officiellement mise en place pour juger l'extrême droite et qui se retourne très vite contre l'extrême gauche. Et ça, on a de nombreux exemples dans l'histoire d'une mesure qui se retourne extrêmement vite contre d'autres cibles. Ça a été d'ailleurs le propre de l'état d'urgence, mis en place officiellement pour réprimer les djihadistes et qui, 3 semaines plus tard, permettait l'assignation à résidence des militants de la COP 21 et puis plus tard qui a multiplié, on le sait, on y reviendra sans doute, les interdictions de manifester. Ce que ça implique, tout ça, c'est que l'administration et donc le juge administratif disposent désormais en fait du curseur de la menace, et que c'est donc eux qui peuvent venir établir qui représente un danger et qui ne représente pas de danger, au-delà du contrôle qui est fait par la procédure pénale. J'ai pensé à une célèbre citation de Claude Lévi-Strauss qui disait le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Finalement, on aimerait bien croire que le barbare est dépourvu de raison, qu'il n'a pas de jugement. Mais en réalité, au contraire, c'est celui qui a des raisons de refuser la différence culturelle de l'autre. Et finalement, on rentre dans le cadre d'une hiérarchisation des cultures et dans un phénomène de supériorité de certains par rapport à d'autres. Et finalement, tout est permis. Qu'est-ce qu'on fait des enfants du terroriste? Qu'est-ce qu'on fait de la femme du terroriste? Est-ce qu'on doit les pousser à un suicide collectif? Est-ce qu'on doit les déshumaniser aussi, et puis finalement faire comme je crois que c'est dans l'Ancien Testament, où on fait payer à la génération suivante, puis la nouvelle génération, puis sur 3 générations, on doit payer, quoi. On le sait bien, les procédés étatiques qui sont testés sur les fractions les plus dominées et les plus maltraitées des populations ont vocation à l'extension indéfinie, c'est-à-dire à gagner des catégories et des fractions de population toujours plus larges. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, l'erreur finalement de l'État, c'est de ne pas comprendre qu'à proposer aux gens des expériences communes, ça crée des liens. Et on me dira, il s'agit aussi de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public, provoqués par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que les violences extrêmes employées à l'encontre des 2 fonctionnaires de police ayant échappé à la mort
grâce à leur réaction dans l'exercice de leurs fonctions, dans une société démocratique, par un groupe d'une dizaine ou une quinzaine de manifestants, dont est plus particulièrement soupçonné de faire partie le mis en examen, témoigne de son aversion profonde pour les forces de l'ordre et par là même des institutions républicaines, que par ailleurs, tout le pays a pu avoir connaissance par les nombreux médias et le net de ces scènes d'une gravité exceptionnelle, portant atteinte à la nation, ainsi qu'à l'intégrité physique de ses représentants, nécessitant dès lors une réponse adaptée à ce trouble exceptionnel et durable. Donc on me dit ça, donc moi je le prends pour moi, quoi. Donc j'ai porté atteinte à la nation. Moi, je vous le dis très honnêtement, comme ça se passe, j'ai l'impression d'avoir agressé 65 millions de Français, quoi, très honnêtement. Voilà, et donc je me retrouve alors vous imaginez, je me retrouve en promenade à la prison, et je leur dis, ouais, on m'a dit que je portais atteinte à la nation, quoi. Alors tous les mecs, ils sont absolument morts de rire, quoi. Le juge administratif, quand on lui a confié le contentieux de l'état d'urgence, il s'est retrouvé dans une position où c'était à lui de dire si finalement une personne était dangereuse ou pas. Et pour lever les assignations à résidence, ils étaient complètement angoissés à l'idée donc de dédire en fait le gouvernement et de dire ben non, vous vous êtes peut-être trompé, cette personne n'est pas si dangereuse que ça, c'est pas un terroriste, vous pouvez faire lever, enfin on peut lever son assignation à résidence avec la crainte que finalement cette personne parte en Syrie ou commette un attentat et que du coup ça se retrouve sur les frêles épaules du juge administratif. L'idée de l'association de malfaiteurs, c'est une entente en vue de commettre une infraction pénale, mais qui n'a pas été commise. Il n'y a pas besoin d'avoir notamment des faits illégaux pour être condamné pour association de malfaiteurs. Il n'y a pas besoin de déterminer la nature des faits préparés, le projet précis. Il n'est pas besoin notamment de définir précisément le rôle de chaque personne dans l'entente. Une entente peut réunir deux personnes. La justice peut condamner alors même qu'elle n'a pas identifié les autres personnes, quelle que soit la durée des contacts entre les personnes qui sont dans cette entente. Le projet n'a pas besoin d'être individualisé et déterminé. Et quand on examine la jurisprudence, on voit bien que sur le plan, en réalité, à la fois de l'intention et de l'action, ce qui est sanctionné, c'est l'appartenance à une nébuleuse. À nouveau, on peut légitimement penser que l'administration ne va pas définir la menace terroriste comme c'est fait par le juge judiciaire et qui pourra donc faire entrer de plus en plus de gens dans cette définition-là. On est passé d'une justice d'exception très limitée, incarnée par un tribunal, celui dont je vous ai parlé, à une justice d'exception qui est incarnée par un régime répressif d'exception, beaucoup plus large, incarné par des mesures policières d'exception, des mesures judiciaires d'exception, qui va toucher de plus en plus d'individus, qui a des ramifications beaucoup plus larges. Donc d'une justice d'exception finalement assez restreinte, on est passé à un système d'exception quasi généralisé. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement très important, c'est qu'on est passé d'une justice d'exception politique, qui visait clairement des ennemis politiques, à une justice d'exception dépolitisée. Si on regarde aujourd'hui, dans le discours des juges, des policiers, des gouvernants, il n'y a plus que des criminels, des délinquants et des terroristes. Où sont passés les ennemis politiques? Où sont passés les activistes? Il n'y en a plus officiellement. Donc on ne reconnaît plus le caractère politique de ce qui est commis, et donc il y a une dépolitisation généralisée de l'activisme. Et troisième et dernier mouvement, là aussi extrêmement important, c'est qu'on est passé d'une justice d'exception judiciaire, celle des juges, celle du procès, à une justice d'exception policière et administrative. Qui fait la répression aujourd'hui? Bien sûr, il y a des juges, toujours des juges, évidemment. Mais si on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence notamment, mais pas seulement, on voit que les acteurs de la répression aujourd'hui, ce sont la police, les services de renseignement, mais aussi l'administration, c'est-à-dire le préfet. Ceux qui vont perquisitionner, ceux qui vont assigner, ceux qui vont interdire de manifester. Et donc l'antiterrorisme préventif fait qu'on est passé à une justice d'exception où ce sont ces acteurs-là
qui ont de plus en plus de prérogatives d'exception. On l'a vu par exemple avec la loi renseignement qui a donné énormément de pouvoir aux services de renseignement. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans un système où c'est la police, les services de renseignement et l'administration qui dominent la répression et qui peut aboutir évidemment à des procès. Mais ce qui compte, à mon avis aujourd'hui, c'est pas tant de juger les individus que de les punir avant. Donc je rappelle que donc, au sud du Mexique, des hommes et des femmes, indiens mayas pour la plupart, construisent ce qu'ils appellent l'autonomie depuis presque 25 ans, dans un territoire qui a globalement l'extension d'une région française comme la Bretagne à peu près, que cette expérience se déploie en sécession complète à l'égard des institutions de l'État mexicain et en cherchant à se préserver autant qu'il est possible dans les conditions actuelles des logiques capitalistes dominantes. En deux mots, pour les zapatistes, l'autonomie, c'est à la fois la mise en œuvre d'une forme d'autogouvernement populaire et une manière de défendre et de revivifier en permanence des formes de vie autodéterminées. Nous exerçons la justice à travers la vie et la coutume de la communauté, et cela se fait à travers la réconciliation dans le dialogue pour pouvoir trouver la solution. On cherche à résoudre de manière pacifique par un accord mutuel non économique. La justice, cela consiste à régler des problèmes d'une manière bonne et pacifique. Ici, il y a une médiation, on peut parler, enquêter, on peut parler, intéressant, enquêter, on demande aux deux parties, et il y a la réconciliation. C'est pour cela que les gens d'autres organisations viennent ici chercher la solution. Ici, les deux parties se rencontrent, chacune explique sa version, l'autorité fait la modération. Ce que l'on cherche, c'est que les deux parties soient d'accord. On prend en compte les personnes, on cherche à raisonner avec elles, et on enquête sur le problème, on donne des bonnes raisons aux deux parties, intéressant. On ne cherche pas à châtier, on cherche un accord, que les deux parties soient satisfaites, et ainsi le problème est résolu. Donc, les notions centrales, c'est évidemment médiation, réconciliation, et aussi le fait qu'on n'est pas dans une logique de délit et de châtiment. Et on a trouvé dans Ne crois pas avoir de droit une façon un peu nouvelle ou différente de poser les questions ayant trait au féminisme, puisque ces femmes, en fait, elles disent pour nous l'enjeu essentiel, c'est pas ça. L'objet du féminisme, c'est pas nécessairement l'égalité. Et effectivement, il y a toute une partie des luttes dans les années 70, et notamment des luttes de femmes, qui vont refuser de situer leur lutte sur le terrain de l'égalité. Elles sont un peu guidées par l'intuition que ce qu'elles vont identifier comme étant leur problème se tient pas dans un manque d'égalité, mais dans un espèce de malaise un peu indicible, et dont elles vont justement chercher à comprendre un peu les soubassements. Et elles vont mettre en avant ce qu'elles vont appeler la différence féminine, on y reviendra après, contre le mythe d'une égalité qui, en définitive, est toujours un peu construite sur les talons masculins. Du coup, elles se placent vraiment dans une perspective de refus de l'intégration, et elles refusent l'idée de liberté qui accompagne l'idée de l'intégration, qui va être conçue comme une série d'étapes à franchir dans l'acquisition de nouveaux droits. Et pour elles, il s'agira d'essayer de se donner elles-mêmes les moyens pour définir le propre contenu de leur liberté. Si on met quelqu'un en prison, on crée un problème de plus, parce que la famille de la personne qui va être en prison va à nouveau, elle aussi, avoir beaucoup plus de problèmes pour organiser sa vie matérielle. Donc pour eux, la prison, c'est un système absolument absurde, et c'est à exclure absolument totalement. Donc évidemment, la restitution, quand c'est possible, si c'est un bien qui est volé, on va trouver le moyen de le restituer. Si c'est un problème de limite de parcelle, évidemment, on va restituer la parcelle qui a été substituée à quelqu'un d'autre. Et sinon, une compensation, mais comme ça a été dit dans l'extrait que j'ai cité tout à l'heure, certainement pas en argent, parce que sur plein d'aspects, on cherche à limiter au maximum le recours à l'élément monétaire, donc une compensation en nature ou en travail, du travail communautaire, notamment si ce sont les ressources de la communauté qui ont été affectées par le problème. On a exactement le contraire dans ce qu'on peut observer de ce que l'on peut observer dans le cadre
de l'État moderne, c'est-à-dire le développement d'une institution judiciaire hautement spécialisée, appuyée par une formalisation et une codification du droit et caractérisée par sa ritualisation, sa théâtralisation, etc. etc. Et bon, du coup, là, on est dans les années 70, en 73. À ce moment-là, l'avortement est illégal en Italie, mais il est quand même pratiqué clandestinement de façon assez massive, et de fait, c'est quand même le principal moyen de limitation des naissances. Et du coup, il y a une certaine évidence au fait qu'il y a un grand nombre de femmes qui vont s'engager massivement dans cette lutte pour la légalisation de l'avortement. Et les femmes de Milan, elles vont garder une certaine distance à l'endroit de ce mouvement, et elles vont décider, après plein de tergiversations, de ne pas participer au mouvement pour la légalisation de l'avortement. Enfin, ce que produit la loi, c'est l'impression qu'elles, jusque-là, elles se sont uniquement comportées en enfants, une sorte de jeu d'enfant un peu futile, un peu dérisoire, et d'un coup la loi arrive, et la discussion autour de la loi arrive, et là il y a l'idée d'une hypothèse sérieuse, adulte, conséquente, qui vient et qui les brise immédiatement, et qui non seulement les brise, et en plus leur exerce sur elles une forme de pression pour qu'elles aillent participer à cette mobilisation-là. Et en fait, ce qu'elle pointe, c'est qu'une fois la loi formulée, elle va imposer sa logique en punissant immédiatement tout ce qui la dérobe, quoi. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, puisque le Parlement, en 1976, va approuver la loi qui autorise l'avortement. Et du coup, il l'autorise uniquement dans les structures hospitalières publiques, et va prévoir des peines pour les femmes qui vont continuer à avorter sans respecter la procédure prévue par la loi. Alors, là, il y a une réponse, avec, par exemple, au Moyen-Âge, avec les communes italiennes, les cités-États italiennes, qui, sur des périmètres limités de citoyenneté qui n'incluent absolument pas tout le monde, mais la classe dirigeante a trouvé dans l'histoire italienne des techniques pour empêcher, en son sein, le développement de groupes magnatis, qu'on appelait les magnas, pour les disqualifier, l'une des techniques principales étant le tirage au sort. Et puis la complexité même des modes de désignation les rendait finalement assez difficilement contrôlables par les clientèles. Et puis le fait que les charges soient tournantes, etc., de peu de durée. Donc au sein d'un groupe social restreint de citoyens qui sont conscients qu'il faut qu'ils empêchent que parmi eux, des groupes, comme c'est le cas naturellement, se forment et prennent le pouvoir, on a eu des expériences historiques, disons, d'agencement institutionnel qui permettaient comme ça de maintenir... d'empêcher des hégémonies. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ce problème-là, est-ce qu'on peut dire des choses là-dessus, quant à ce problème-là, la gestion de ce problème-là, au Chiapas? Mais l'idée qu'il y aurait une nature humaine qui soit par principe mauvaise et orientée à la prédation, à l'accaparement individuel, etc., c'est quand même une construction qui est à la base de la représentation occidentale de l'humanité, et on peut essayer de s'en passer, sans tomber dans l'angélisme, et ni dans la... Voilà. Donc je pense que c'est quand même un point fondamental. Sinon, de toute manière, la conséquence augustinienne, c'est qu'on a besoin de l'Église, et hobbesienne, c'est qu'on a besoin de l'État. Donc ça, si on admet ça, c'est même pas la peine de continuer la discussion sur une justice sans État. Dans ce monde dans lequel se déploie cette expérience zapatiste, il y a quand même une différenciation sociale extrêmement faible, cadre de vie fondamental, qui permet la vie individuelle, c'est ce cadre communautaire. Donc tout un chacun vit depuis des générations avec l'idée que l'important c'est de préserver ce cadre communautaire. Après, la question de la non-appropriation d'un pouvoir spécifique, ça supposerait de parler, d'exposer de manière plus générale comment fonctionne l'autonomie en tant que forme politique, dont tout l'objet c'est précisément d'empêcher que se reproduise une séparation entre des instances ou des groupes particuliers qui accapareraient la capacité collective d'agir, et donc qui reproduiraient des formes qu'on pourrait dire étatiques. Bon, donc il y a tout un ensemble de procédures, et globalement une attention, et là pour le coup alors une conscience très forte que c'est précisément le problème auquel il faut être attentif, et que donc précisément aussi l'idée très importante qu'il n'y a pas de forme d'autonomie qui pourrait dire ça y est, on a trouvé une forme parfaite, on est préservé de ces risques de séparation. Ils sont effectivement toujours possibles, et c'est bien pour ça qu'il faut toujours chercher des formes qui sont capables d'affronter ou de limiter ces risques. Et du coup, elles vont se tenir assez à distance des termes marxistes de l'époque. Elles vont pas s'en prendre à l'oppression masculine ou à la domination du patriarcat.
Ce qu'elles vont se contenter de signaler, c'est qu'il y a un problème entre les femmes et la société. Et que ce n'est pas les femmes qui posent problème à la société, mais c'est l'inverse, c'est la société qui pose problème aux femmes. Et en fait, le fait de partir de là, ça peut ouvrir à une perspective beaucoup plus large et beaucoup plus offensive. On peut dire, en fait, cette marginalité, qui a un point de départ qui est une position d'écart, si ce n'est de rupture, ben en fait, loin d'être un signe de faiblesse ou un tort qu'on va chercher à réparer par le biais du droit, ben non, en fait, c'est le point de départ d'une attitude très offensive. Et pour Carla Lonzi, qui était une des principales, enfin qui est une féministe, une écrivaine féministe qui a beaucoup inspiré le féminisme de la différence, cette marginalité-là, elle est même le point de départ pour une attaque contre la culture occidentale dans son ensemble, quoi. Alors tout à l'heure, il y avait Julien qui disait que rien ne valait le fait de se défendre soi-même dans un procès, et je pense que ça me faisait aussi penser à ça, quoi, cette idée qu'on ne peut pas que déléguer, et même s'il y a une forme de liberté qui est formelle et qui est en apparence là-dedans, dans la possibilité de déléguer, on perd aussi beaucoup là-dedans. Ce rapport de force sociale, il est indispensable par rapport à cette question de justice. La justice, elle n'est pas indépendante, entre guillemets. Ça n'existe pas, la justice indépendante en tant que telle. Elle vit dans un monde, et ce monde, il est autour d'elle, et là, pour le coup, dans la période dans laquelle on est, elle est plutôt tendance à se ranger du côté de ceux qui nous frappent que plutôt de ceux qui essayent de se défendre ou qui essayent de lutter. Et donc, par rapport à ça, il est indispensable de se construire cette solidarité et de l'étendre. Alors il s'agit de défendre l'orgueil des institutions. Et je parle bien d'orgueil et pas d'honneur. L'orgueil reposant sur le mensonge, l'honneur sur la vérité. En cherchant à défendre l'orgueil des institutions qu'elle appelle honneur, la justice en réalité se déshonore aux yeux de l'histoire. Mais l'illusion du pouvoir enivre cette réalité. C'est comme si on nous disait on a le pouvoir et on vous emmerde. Nous sommes les seuls à vouloir défendre l'honneur de la justice face à elle-même, contre elle-même, et avoir dans l'idée de justice une notion beaucoup plus élevée que ce dont une institution a décidé de s'accaparer le nom. Parce que nous sommes les seuls à faire notre devoir, parce que nous sommes les seuls à être dans la vérité objective et dans une vision inclusive. Ma foi. Des coups de pression